Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'In Vivo l'Intégral. A priori, un médecin est un être humain comme les autres et n'a donc aucune bonne raison d'échapper à la maladie. Pourtant, derrière leur stéthoscope, beaucoup se sentent protégés, comme immunisés par le fait de soigner les autres, d'être du bon côté de la barrière. Alors, quand une maladie grave les frappe, c'est pour beaucoup d'entre eux une immense surprise. 3 médecins ont accepté de nous raconter cette expérience douloureuse et enrichissante. La découverte du cancer avec le choc de l'annonce, la peur de mourir, les effets secondaires parfois ravageurs. Malgré tout leur savoir, ils seront des patients comme les autres, confrontés à l'incertitude des traitements, mais aussi parfois au manque d'égard et d'écoute du monde médical. De quoi se remettre en question. Alors quels médecins sont-ils aujourd'hui? La maladie a-t-elle changé leurs pratiques et leurs comportements? Claude-Alain Planchon, Sylvie Froucht-Hirsch et Pascal Hamel, chacun racontait son parcours dans un livre, mais aussi à notre équipe. Les médecins aussi tombent malades. Un reportage de Nathalie Chiesa, Bettina Servant et Anne-Cécile Vergniaud. Le reste de l'examen est tout à fait normal, un peu d'arthrose au niveau de l'épaule droite et votre prothèse totale de hanche est absolument parfaite. Passer du jour au lendemain, du statut de médecin à celui de malade, c'est la douloureuse expérience qu'a faite Claude-Alain Planchon. Spécialiste en médecine nucléaire à l'hôpital américain de Neuilly, il se souvient de ce matin de septembre 85 où sa vie de brillant praticien a basculé. Moi je dis toujours, je me suis pris une enclume sur la tête. Je suis tombé malade, j'avais 39 ans, j'étais au sommet de ma carrière et jamais j'aurais pensé qu'il pouvait m'arriver un truc comme ça, quoi. Ce jour-là, la vérité n'est pas facile à entendre, surtout pour celui qui a l'habitude d'annoncer aux autres qu'ils ont un cancer. Atteint d'un lymphome très agressif, on lui laisse à l'époque peu d'espoir quant à ses chances de survie. Quand j'ai appris mon diagnostic, j'étais seul, donc je suis remonté dans ma voiture. Il faisait un temps de merde et j'ai eu l'impression de me dissocier en 2 personnes. Il y avait celui qui était le médecin qui conduisait et puis il y avait l'autre qui était malade et j'ai l'impression qu'il se dédoublait de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, l'autre, je vais tout faire pour le virer et celui qui conduit, qui est vraiment moi, je vais tout faire pour le conserver. L'autre filait dans les nuages et allait disparaître. Médecin devenu malade, Claude-Alain a découvert la grande solitude du patient face au pouvoir médical et à ses certitudes. Un des stigmates de la chimiothérapie, un des effets secondaires, c'était la fatigue. C'est anormal à 39 ans de sentir qu'on a les guibolles de quelqu'un de 95 ans. Je n'arrivais plus à monter les escaliers, j'étais vraiment extrêmement fatigué. Et je me souviens avoir vu un des chefs de clinique qui me suivait et on m'a demandé si ça allait. J'ai dit, bah écoutez, oui ça va comme ça peut, mais il y a un truc, c'est que je suis très fatigué. Et je l'ai vu en face de moi, il a ouvert le dossier, il a dû voir la numération de formules sanguines et tout. Il m'a dit non, non, tout va bien. Et je suis reparti sans réponse. Je suis reparti avec ma fatigue sous le bras, voilà. À l'époque, cette attitude du chef de clinique l'a choqué. Aujourd'hui, lorsqu'il reçoit ses patients, il a bien conscience du décalage qui peut exister entre soignant et soigné. Quand un malade se plaint beaucoup, depuis que j'ai traversé cette maladie, c'est vrai que je suis plus tolérant. Je m'énerve moins, j'essaie de trouver les mots, j'ai un peu plus d'empathie quand même, ça c'est sûr. Alors, je vous laisse rentrer juste ici. Oh là là, c'est terrible ça. Je suis pas maquillée ma belle. Allez-y, on... De l'empathie, il en a ce matin pour la patiente qui se présente dans son service. Il connaît bien cette ancienne surveillante générale des blocs et des salles de réveil à l'hôpital américain. Elle a dû lutter à son tour contre un cancer des poumons. Elle vient vérifier qu'il n'en reste aucune trace. Ces moments d'anxiété, Claude-Alain les a bien connus. Ça y est, vous passez la miss là? Ouais. En 5 minutes, je joue la dame et en 5 minutes, vous êtes à... Ok. Lors des résultats, l'humour a laissé place à l'angoisse.
Claude Alain est passé par là, il sait combien le malade, à ce moment-là, a besoin d'égard. Voilà, assieds-toi là. Oui. Alors, voilà. Tu regardes avec moi. Oui, mais tu sais, je sais pas bien lire ça. Voilà. Bah, tu vois, s'il y a quelque chose d'anormal, il y a un foyer noir là. D'accord. Hein? Et mes ganglions, Eh ben, ils sont plus là. c'est vrai? Bah ouais. Tu dis la vérité? Bah regarde. C'est vrai, Bah, oui. Alain? Alors ça c'est le foie. Ils y sont plus, les gars? Mais non. Oh mon Dieu, merci, tout le monde. Voilà. Donc le foie il est impeccable. Bon, PET scan normal ma vieille. Oh, ma vieille. Ma Bon, vieille. tu peux me faire une bise quand même. Vous permettez, chère madame, parce que... Non, mais c'est vrai. Mmh. Oh, merci, mon Dieu. Voilà. Ah non, non, appelle-moi Mais Claude pas Alain toi. dans l'intimité. Une gentillesse dont Claude Alain n'a pas toujours fait preuve. Les infirmières qui l'ont côtoyé avant sa maladie s'accordent à dire que depuis son cancer, il n'est plus le même homme. Moi, j'ai commencé avec lui en sortant de l'école et il était très impressionnant et c'est vrai que, oui, il me faisait un peu peur. Et quand on faisait un examen, on avait peur d'avoir mal fait, d'être réprimandé. Non, très impressionnant et assez froid avec le personnel. Et aujourd'hui? Ah, c'est complètement différent. Complètement différent, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus d'empathie avec les patients, avec le personnel et bon, presque des relations d'amitié maintenant depuis 30 ans. Ça l'a humanisé, on va dire. La lésion que l'on voit au niveau lombaire est purement arthrosique, donc ça n'a rien à voir avec votre cancer du sein. Okay. Voilà. Soulagée. Maintenant, dès que je passe un examen, je suis angoissée. Bah oui, on gamberge toujours. Ah bah maintenant, oui. Et rassurez-vous, la bonne parole, c'est aussi bon à dire qu'à entendre. Voilà. Aujourd'hui, le docteur Planchon est aux petits soins avec ses patients. Il sait combien l'hôpital est stressant pour eux. Quand il était traité pour son cancer, Claude Alain se gardait bien de dire qu'il était médecin et il a pu observer le manque d'attention, parfois de respect, dont les soignants peuvent faire preuve. C'est très riche d'enseignements, ça vaut vraiment des années de fac. Par exemple, vous allez dans un hôpital pour passer un examen, je traverse tout Paris et on me dit non, vous n'êtes pas sur la liste. Donc il y a eu un bug, je ne sais pas, et j'insiste un petit peu et je vois que j'ai en face de moi quelqu'un qui est complètement hermétique, qui ne veut absolument rien savoir et là il n'y a aucun rapport humain. C'est tout ça qu'on doit balayer, ça ne doit plus exister. Et ça, c'est riche d'enseignements parce que, en fait, c'est pas si rare. Et moi, je ne voudrais pas exercer comme ça. C'est la maladie qui a appris au docteur Planchon à dire les choses avec tact et humanité. Mais ces mots justes, il n'avait pas su les trouver pour ses proches. Une culpabilité qu'il évoque dans son livre intitulé « Le cancer, mot à mot ». Pardon aussi à ma fille Justine pour avoir régulièrement éludé ces questions restées si longtemps sans réponse. Pardon pour être resté sans voix alors que je venais te chercher à la sortie de l'école. Tu te souviens de ma petite camarade Élodie? Eh bien son papa, il est mort d'un cancer. Il avait perdu ses cheveux comme toi. Pour protéger sa famille, pour se protéger, il a caché pendant des années qu'il avait un cancer. Aujourd'hui, il sait combien son silence a fait souffrir ses proches. Quand je suis tombé malade, je l'ai dit à personne. Et a posteriori, je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que le non-dit dans la maladie, c'est ce qu'il y a de pire. Et avec l'expérience maintenant des groupes de parole, je me rends compte ô combien la parole est une arme efficace pour lutter contre les stigmates du cancer. C'est une arme qui est efficace, qui est simple et puis en plus qui n'est pas chère. Donc, Après avoir compris l'importance du dialogue, le poids du non-dit, des malentendus entre soignants et soignés, c'est en 2001 que Claude Alain fonde les premiers groupes de parole en cancérologie.
Il est 18 h et il a rendez-vous avec l'un de ses groupes. Des patients atteints d'un cancer, leurs proches et des médecins sont là pour échanger sur la maladie. Ils évoquent souvent le manque d'écoute et de compréhension des médecins. Un cancer se guérit par le côté chimique, mais par la parole aussi. La parole est très importante. Il n'est pas important de parler seulement, mais on doit écouter, on doit entendre, on va nous laisser entendre. C'est très important. Il y a deux façons. D'ailleurs, c'est le sens des groupes de parole, je pense. Même toi, même après l'examen, tu reçois toujours le patient. C'est-à-dire qu'on ne part pas en ne sachant rien. Parce que partir les mains vides quand on attend ce rendez-vous vital. C'est vital un rendez-vous par vague. On tombe malade, enfin c'est terrible, on perd une énergie folle après et on a... Mais alors il est vrai que depuis que j'ai l'expérience de la maladie et des groupes de parole, moi par exemple quand je fais des examens PET-scan, je ne peux pas donner le résultat tout de suite parce que ce sont des examens très complexes à interpréter. Mais je me mets à la place du malade en me disant il va encore gamberger 48 heures et tout. Donc quand je vois que je ne vais pas pouvoir les rassurer, je dis bon, donnez-moi votre numéro de portable et je les rappelle. Parce que je me mets à sa place, je me dis que c'est inhumain de rester dans l'attente. Mais le fait d'avoir été malade a changé ton comportement oui, bien par sûr. rapport à ça. Parce qu'avant je n'aurais pas fait systématiquement. Peut-être que même je n'y aurais jamais pensé. Toi tu le fais, mais d'autres médecins oncologues ne le font pas. Ils soignent les personnes qui ont un cancer, mais ils ne demandent pas ou ils ne posent pas de questions si tout va bien, si tout... voilà. Ces malades ont souvent été choqués par l'annonce brutale de leur maladie. Anne-Marie a eu 3 cancers et elle a mal vécu certaines annonces, mais en tant que pédiatre, elle sait aussi combien il est difficile pour un médecin d'assumer le mauvais rôle. Je crois qu'il faut une grande maturité pour arriver à faire une annonce sans trop s'impliquer, sans trop souffrir. Enfin, j'ai eu rarement ce problème parce que je suis pédiatre, mais je l'ai eu quelques fois pour des maladies métaboliques, par exemple, ou malheureusement pour des leucémies, qui touchent en général des jeunes enfants entre 4 et 6 ans. Et j'avoue que j'en étais malade, si on peut dire. Et c'est après, au fil des années, que je me suis dit, bon, il faut s'y protéger un peu, et j'ai appris à prendre plus de recul. Mais je pense que le cancérologue est dans cette situation. C'est pas très gratifiant d'annoncer de mauvaises nouvelles, donc fatalement, ils établissent chacun des barrières pour se protéger aussi, mais il faut bien qu'ils continuent à vivre, les pauvres cancérologues. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à juger. Ici, médecins et patients découvrent la réalité de l'autre et peuvent exprimer leurs difficultés, leurs attentes et leurs besoins. Un lieu de liberté où ils réussissent à partager en dépassant leurs préjugés.